hier à la Maison-Blanche. On rejoint notre correspondant Antoine Allard. Ah, Dohri Brouti. Dohri Brouti. La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien en direct, l'actualité au rythme du Moyen-Orient et au programme ce soir. 3 heures d'entretien à huis clos à la Maison-Blanche. Donald Trump et Benyamin Netanyahou jouent-ils la même partition face à Téhéran? Aucune décision claire. Le président américain évoque un échange positif et insiste pour un accord. Le Premier ministre israélien estime, lui, que les conditions fixées par son allié pourraient déboucher sur un bon compromis. Mais pendant que l'on négocie, l'Iran passe la seconde. Production massive, intensive de missiles balistiques. Washington prépare l'arrivée d'un second porte-avions au Moyen-Orient. Plusieurs questions ce soir. À quoi ressemblera un éventuel accord? Et Israël pourrait-il agir seul? En parallèle, le Hamas en alerte maximale à Gaza. Le mouvement terroriste palestinien refuse de déposer les armes et il redoute une vague d'élimination ciblée de ses leaders. Résultat, un renforcement des mesures de sécurité, discrétion et limitation des communications. Côté israélien, on tente de trouver la parade. Un défi nouveau, vous le verrez, l'hypothèse d'une nouvelle invasion du type 7 octobre via des drones capables d'embarquer des terroristes de l'autre côté de la bordure. Nous retrouverons nos analystes et envoyés spéciaux. Enfin, les 1001 visages de l'expression de la haine anti-juive. Nous découvrirons les dernières statistiques concernant la France. Une agression physique presque tous les 3 jours. À New York, ce restaurant cachère israélo-éthiopien contraint de jouer la discrétion en raison du climat d'hostilité. Et puis le boycott d'Israël en Angleterre, une campagne de porte-à-porte pour convaincre les Britanniques d'arrêter de consommer Made in Israël. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le deal ou l'action militaire. Et entre les deux, très peu d'espace pour résoudre le dossier iranien. Benyamin Netanyahou vient donc de décoller des États-Unis à l'issue d'un court séjour à Washington. Constructif ou pas, ce dialogue de 3 heures, tout de même hier à la Maison-Blanche. On rejoint tout de suite notre correspondant Antoine Allard qui est à Orlando, en Floride. Bonjour Antoine, on tente de trouver une cohérence entre les déclarations de Donald Trump et celles du Premier ministre israélien. Pas évident, aidez-nous. Écoutez, ce qu'on comprend, c'est que les lignes n'ont pas bougé. Malgré la pression de Benyamin Netanyahou, Donald Trump continue de privilégier la voie diplomatique. Il veut conclure un deal avec l'Iran, et ce, malgré donc les pressions de Benyamin Netanyahou qui le poussent à adopter un ton et une ligne beaucoup plus dure face aux Iraniens. En fait, Netanyahou, hier, pendant cette réunion, a cherché à convaincre Donald Trump qu'il ne faut pas conclure un accord au rabais, un accord qui serait uniquement concentré sur le nucléaire. Pour Benyamin Netanyahou, il faut que Trump insiste pour arracher des concessions sur le programme balistique et sur le financement des milices terroristes au Moyen-Orient. Mais pour le moment, ça ne semble pas être la priorité de Donald Trump. La priorité de Trump, c'est d'abord de s'intéresser au nucléaire et ensuite, éventuellement, dans un deuxième temps, de parler du dossier du balistique et du financement des groupes terroristes. Les Américains veulent séquencer en fait leurs négociations avec les Iraniens. Alors Donald Trump, à l'issue de cette réunion hier, qui s'est tenue à huis clos d'ailleurs, ce qui est au passage est assez surprenant, inhabituel en tout cas. D'habitude, quand Benyamin Netanyahou vient à la Maison-Blanche, il a systématiquement les caméras. Là, ça n'était pas le cas. Donald Trump a fait un message sur son réseau social pour dire qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Trump qui continue de dire que si les discussions se passent mal avec l'Iran, il n'hésitera pas à enclencher une opération militaire. On apprend d'ailleurs via le Wall Street Journal que Trump a mis en alerte un second groupe aéronaval, un deuxième porte-avions donc, qui pourrait être déployé au Moyen-Orient si jamais les discussions avec les Iraniens vont dans le mur. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. La diplomatie, ça reste donc l'option privilégiée par Donald Trump.
aux grandes dames manifestement de Benyamin Netanyahou, qui avant de décoller de Washington a clairement dit qu'il était très sceptique sur les chances de parvenir à un accord qui soit favorable, en tout cas un bon accord, un accord qui garantirait à terme la sécurité d'Israël. On reste en tout cas effectivement dans cette fenêtre diplomatique qui est ouverte. Merci beaucoup Antoine Euler, en direct donc d'Orlando en Floride. Alors justement, énormément d'informations qui s'accumulent d'heure en heure autour de ce dossier iranien. En arrière-plan des efforts diplomatiques, on surveille ces grandes manœuvres de part et d'autre. Donald Trump a confirmé la préparation d'un deuxième porte-avions, l'USS George Bush, qui devrait se diriger bientôt vers le Moyen-Orient. Et puis, en face, confirmation du double péril iranien, nucléaire et balistique. Téhéran accélère nettement sa production de missiles et l'AIEA semble se réveiller sur les stocks d'uranium du régime. Résumé de tout cela en compagnie d'Océane Nicole. Après cette visite éclair aux États-Unis, Benyamin Netanyahou assure qu'un accord est possible entre Téhéran et Washington. Un message adressé aux journalistes avant son retour en Israël. Mais le Premier ministre est clair, un accord avec le régime des Mollahs doit répondre aux préoccupations israéliennes. Je pense que les conditions posées par Donald Trump pourraient conduire à un bon accord avec l'Iran. Je tiens à être clair, je ne cache pas mon scepticisme quant à la possibilité de parvenir à un accord avec l'Iran. Cependant, j'ai clairement indiqué que si un accord est conclu, il doit inclure les éléments qui sont importants pour nous, pour l'État d'Israël et à mon avis, pour l'ensemble de la communauté internationale. Non seulement la question nucléaire, mais aussi les missiles balistiques et les groupes armés soutenus par l'Iran dans la région. Si pour l'instant la voie diplomatique est donc privilégiée par Donald Trump, l'option militaire reste sur la table. Les États-Unis continuent de se déployer dans la région et de renforcer sa présence militaire. Après l'arrivée du porte-avions Lincoln, un deuxième va être envoyé au Moyen-Orient, le porte-avions George Bush. La dernière fois que 2 porte-avions américains ont stationné simultanément au Moyen-Orient remonte à l'année dernière lors de l'opération américaine contre les Houthis. L'armée américaine a aussi ajouté plusieurs lanceurs mobiles capables de tirer des missiles patriotes destinés à la défense aérienne. Des systèmes THAAD ainsi que des avions F-15 et F-35 ont eux aussi été placés dans la région. Un dispositif en cas d'échec des négociations avec Téhéran. Et si beaucoup sont sceptiques, la Turquie estime qu'un compromis est possible. Les États-Unis et l'Iran font preuve de souplesse dans les négociations. Il est important que les États-Unis se montrent disposés à autoriser l'Iran à enrichir l'uranium dans des limites clairement définies. Toute tentative d'inclure les missiles balistiques iraniens dans les pourparlers ne fera qu'engendrer une nouvelle guerre. En attendant un second round de négociations entre les États-Unis et l'Iran, Téhéran gagne du temps et continue sa course au nucléaire et au balistique. Selon des récentes évaluations, le régime des Mollahs disposerait de près de 2000 missiles balistiques dirigés vers Israël, soit une augmentation d'environ 700 missiles en moins d'un an. L'agence de l'énergie atomique tire aussi la sonnette d'alarme. Selon l'AIEA, l'Iran aurait assez d'uranium pour fabriquer une douzaine d'armes nucléaires. L'Iran qui n'a donc pas perdu son temps au cours des dernières années. Avec nous ce soir, notre expert défense, Mathias Inbar. Bonsoir Mathias. Alors, on a entendu justement lorsqu'il prenait l'avion tout à l'heure, Benyamin Netanyahou affirmer qu'il y avait quand même une chance d'obtenir un bon compromis face à l'Iran, au vu des positions assez fermes, d'après lui, de Donald Trump. Vous en pensez quoi ? Ça ressemble à de la diplomatie américaine, made in Israël, de Benyamin Netanyahou, parce qu'il ne ferme pas la porte. Il dit oui, les ingrédients sont réunis, visiblement, de ce que j'ai compris, Dixit, Benyamin Netanyahou, des négociations ou de la part de Donald Trump sur les conditions imposées aux Iraniens, mais je reste sceptique. Pourquoi ? Parce que les Iraniens n'ont jamais respecté l'accord et ont toujours essayé de contourner. Parce que les Iraniens ont soif. Ils veulent absolument que les sanctions soient levées. Et donc c'est la raison pour laquelle, à l'époque, Benyamin Netanyahou avait convaincu Donald Trump de sortir du JCPOA et du premier accord. Donc il dit, en quelque sorte, oui, je suis satisfait de ce que les Américains imposent comme condition, mais je reste sceptique, donc ça veut dire que l'option militaire reste sur la table. D'ailleurs, on me confirme que publiquement, Donald Trump essaie de calmer les ardeurs d'une guerre. En revanche, dans une salle complètement close, eh bien, il parle tout simplement du fait que si les Iraniens ne respectent pas sa voie, VOIX, eh bien, il ira prendre la voie VOIE de la guerre. Ouais, justement, ce qu'on disait, arrivée peut-être imminente du porte-avions USS J.H. Bush dans la région, ça aussi c'est un signal important qui est envoyé aux Iraniens. Écoutez, ça coûte des dizaines, voire des centaines de milliers, voire quelques millions de dollars d'envoyer un tel navire de guerre. Pourquoi ? Parce que
il faut payer des réservistes, il faut payer des Marines, il faut les envoyer en opération, ce qu'on appelle en OPEX, opération extérieure. Ça coûte énormément d'argent. Il va falloir aussi que Donald Trump, qui a promis aux Américains qu'il fera aussi des économies, la raison pour laquelle il a envoyé cette armada, qui coûte énormément d'argent aussi à l'administration américaine, au-delà, effectivement, de cet effort de guerre. Alors justement, la question aussi qu'on se pose, Mathias, si l'accord en question ne correspond pas aux intérêts sécuritaires d'Israël, est-ce qu'on peut imaginer qu'Israël a déjà les plans pour agir seul, avec ou sans feu vert américain, ou bien il faut absolument ce feu vert des États-Unis? Non. Il va falloir attendre d'abord que les Américains aillent jusqu'au bout de la possibilité de l'accord. Maintenant, la vraie solution, David, ça va être de savoir est-ce que, comme le dit Benjamin Netanyahou, Israël va être plus ou moins satisfait des termes de l'accord ou pas. Et le vrai test va être la manière dont, une fois, et si jamais, et là je suis complètement supputatif, on n'en sait rien de ce que va faire l'Iran, mais si jamais effectivement l'Iran va jusqu'au bout de sa pensée, que certaines sanctions sont levées et que en parallèle, eh bien, on développe le programme balistique, je ne vois pas comment véritablement Israël pourra rester les bras croisés. Donc quand on dit accord acceptable pour Israël, ça veut dire accord nucléaire, balistique et les proxys. S'il n'y a pas ces trois conditions, ce sera la guerre a priori? C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Mais en même temps, les Iraniens disent qu'ils ne négocieront pas du tout le programme balistique ni l'aide aux proxys. Encore une fois, il y a une fenêtre de tir, sans aucun jeu de mots, qui n'a pratiquement jamais été aussi proche de faire vaciller, je ne parle même pas de faire tomber, écoutez les paroles que je prononce, faire vaciller le régime. Si on n'est pas capable aujourd'hui de faire vaciller le régime, en lui injectant ou en lui donnant la possibilité d'injecter des dollars, ça va être compliqué pour la suite des événements, David. Une fenêtre unique, effectivement, pour affaiblir ce régime qui est déjà assez nettement affaibli. Alors, on parle beaucoup de l'alliance USA-Israël. On n'oublie pas aussi qu'en face, presque en symétrie, eh bien, se dessine une alliance d'intérêts, pas si récente d'ailleurs, entre la Chine, rival numéro 1 des États-Unis, et l'Iran, ennemi juré d'Israël. On va en parler ce soir avec Steve Oana, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes polytechnicien et professeur d'économie chargé de cours à l'université Reichmann. Un petit mot avant de rentrer justement dans ce dossier Chine-Iran. Votre ressenti sur cette rencontre Netanyahou-Trump, parce que c'est vrai qu'on les a rarement sentis aussi peu en accord, quelque part en osmose. Est-ce que c'est simplement une apparence ou bien, dans le fond, ils vont dans la même direction, vous pensez? Un petit mot. Je pense que ils sont passés maîtres dans l'art de la deception, comme on dit en anglais, de la tromperie. Ça s'est déjà vérifié au moment de la guerre des 12 jours face à l'Iran, qui a opposé Israël et l'Iran. Quelques jours avant, ou même quelques heures avant, Trump tweetait qu'il allait y avoir un sommet, une négociation avec l'Iran, et puis après, la guerre a éclaté. Il le savait, bien entendu. Donc, je pense qu'il ne faut pas prendre trop au pied de la lettre les déclarations quotidiennes des uns et des autres. Ouais, ça peut être une pièce de théâtre, une de plus, effectivement. Alors, Chine-Iran, on y vient. Association, vous dites, à prendre au sérieux aujourd'hui entre ces deux puissances, parce qu'on a vraiment la symétrie, Chine-États-Unis, Iran-Israël. Alors, l'Iran et la Chine sont dans une sorte d'alliance symbiotique ou d'intérêts partagés qui dure, comme vous l'avez dit, David, depuis déjà un certain nombre d'années. Et si on devait résumer les choses, on pourrait dire que du côté de la Chine, l'Iran, ça représente un approvisionnement en pétrole à bas prix, $10 en dessous du prix du marché, parce que c'est un pays sous sanctions. La même chose va se passer avec le Venezuela, on en parlera peut-être plus tard, et la Russie. Et d'autre part, c'est un levier géopolitique majeur, parce que c'est un foyer de tension, un foyer anti-occidental, une idéologie extrêmement anti-occidentale qui non seulement sévit à l'intérieur du pays, mais également dans toute la région, et j'ai envie de dire même également dans les pays occidentaux eux-mêmes. On sait très bien que les mouvements wokistes, dans les universités, etc., ils sont alimentés par cette propagande-là. Donc pour la Chine, c'est très intéressant comme alliance pour affaiblir les États-Unis. Évidemment, pour l'Iran, ou en tout cas pour la République islamique iranienne, c'est un filet de sauvetage, la possibilité d'exporter 90% de son pétrole vers l'unique pays qui est la Chine, un pétrole sous sanction dont personne n'est prêt à acheter à part la Chine. Et donc, c'est une façon de se maintenir au pouvoir, d'installer sa répression en achetant des technologies chinoises et
tout ce qui est nécessaire pour se maintenir. Donc axe anti-occidental, on va dire, et puis complémentarité d'intérêts, évidemment, entre la Chine et l'Iran. Alors, dans la stratégie, justement, de Donald Trump face à l'Iran, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a les sanctions, il y a aussi le pétrole. Cette idée d'asphyxier, justement, Téhéran, peut-être en perturbant, au passage, et c'est intéressant, l'alimentation en pétrole de la Chine, son rival. Oui. D'une pierre deux coups. On a un grand jeu de Go là qui se dessine, qui a commencé avec le Venezuela, qui se poursuit avec la Russie, qui se termine peut-être avec l'Iran. C'est les 3 pays sous sanctions qui représentent à peu près 40% des importations chinoises de pétrole, tous avec un prix décoté par rapport au marché. Donc, d'un côté, c'est d'une pierre deux coups, si vous voulez, cette diplomatie pétrolière que mène Trump. D'un côté, il va affaiblir la Chine dans son approvisionnement stratégique en pétrole. Donc, il va affaiblir son économie, sa compétitivité, etc. Et ça a déjà commencé avec le Venezuela, puisque les exportations vénézuéliennes vers la Chine se sont déjà effondrées. Et de l'autre, il affaiblit les puissances hostiles, anti-occidentales les plus hostiles, donc le Venezuela dans son propre continent, mais l'Iran au Moyen-Orient. Et ces puissances-là alimentent, comme on l'a dit tout à l'heure, une idéologie anti-occidentale, financent le terrorisme, y compris jusqu'au sol américain. Donc, il y a d'une pierre deux coups en faisant toute cette stratégie pétrolière. Quelque part, il attise aussi l'envie des Chinois d'aider de plus en plus, quelque part, l'Iran. Parce que vous dites que c'est pertinent d'intégrer à tout ce schéma le Venezuela, ce qui a été fait il y a un mois, on le rappelle, l'enlèvement de Maduro, pour priver la Chine notamment de revenus de ses ressources pétrolières. Tout à fait. En fait, c'est une sorte d'étau qui se resserre sur la Chine, dont Trump ne parle pas à dessein. Il fait exprès. C'est une sorte de bataille cachée, de guerre cachée, dans l'ombre, qui se mène entre les États-Unis et la Chine, et c'est peut-être la principale. Donc, ça a commencé avec le Venezuela, qui représente 5% des importations chinoises, donc c'est encore pas beaucoup. Ça se poursuit avec l'Iran, qui là, c'est 15%, et ça continue avec la Russie, où là, c'est 20%. Donc, s'il arrive à combiner les trois, et c'est clairement sa stratégie aujourd'hui, parce pourquoi il veut régler le conflit entre l'Ukraine et la Russie, pour arrêter les sanctions contre la Russie et permettre au pétrole russe non plus d'affluer uniquement vers la Chine ou principalement vers la Chine, mais vers le marché mondial. Donc, s'il arrive à combiner les trois, il y a 40% de l'approvisionnement de pétrole décoté par rapport au marché de la Chine qui se retrouve, qu'elle va devoir acheter à des conditions du marché. Donc c'est ça, ne pas oublier la Russie aussi, la Russie, intérêt économique stratégique, même s'il y a peut-être une concurrence entre l'Iran et la Russie du coup en ce moment, peut-être. Pour fournir la Chine. Alors, il y a aussi des convergences d'intérêts entre la Russie et l'Iran. Pour la Russie, on sait que la Syrie était une base stratégique importante, et depuis l'effondrement du régime de Bachar el-Assad, il reste plus que l'Iran, j'ai envie de dire. Et donc finalement, la Russie a un intérêt aussi au maintien au maintien en place de ce régime. Ouais. Donc pour conclure en deux mots, ce que disait Mathias à l'instant, c'est qu'il y a une fenêtre peut-être historique d'affaiblir, voire faire tomber le régime à la croisée des chemins, la Donald Trump, c'est-à-dire qu'ou bien il restera dans l'histoire comme celui qui aura peut-être libéré le Moyen-Orient de ce régime, ou bien celui qui aura raté cette occasion historique. Oui, j'ai beaucoup de mal à imaginer, là je me mouille, j'ai beaucoup de mal à imaginer que Trump veuille rester dans l'histoire comme le président, surtout à quelques mois des midterms où il est mal placé, qui reste dans l'histoire comme le président qui a énormément parlé et finalement très, très, très peu agi et laissé Israël faire le sale travail. À vérifier dans les semaines, les jours qui viennent dans la région. Merci beaucoup, Steve Oana et Mathias Simard, vous restez avec nous, Mathias. Autre grand titre ce soir, on va parler bien sûr de la bande de Gaza, mais avant d'aller retrouver notre envoyé spécial, un gros plan ce soir sur l'une des nouvelles menaces, nouveaux défis qui se pèsent sur le sud d'Israël. Le scénario d'une invasion de drones depuis la bande de Gaza. Vous allez tout nous expliquer. Océane Nicole, bonsoir Océane. Tout cela via des drones donc capables de transporter quand même des terroristes jusqu'à 85 kilos. Tout à fait, c'est le scénario catastrophe, le cauchemar pour Israël, puisque on se souvient en effet de ces images absolument terrifiantes du 7 octobre 2023 où on voyait donc des terroristes venir ici en Israël sur des parapentes. Et la nouvelle crainte d'Israël, c'est donc une invasion de terroristes cette fois qui viendrait ici en Israël via des drones. Il y a quelques jours, il y a Eyal Zamir qui est le chef d'état-major de Tsahal qui s'est rendu dans une base militaire de Tsahal dans le sud du pays, là où un drone a été justement intercepté, un drone qui venait de
l'Égypte, et un drone qui en effet était doté de 2 poignées capables de soulever jusqu'à 85 kilos, et donc potentiellement un homme et donc potentiellement un terroriste. Vous allez voir ces images. Il y a eu donc une démonstration qui a été faite au chef d'état-major de Tsahal, où un soldat israélien s'est accroché à ce drone et en effet été soulevé du sol. C'est donc extrêmement terrifiant. C'est une réelle crainte, une réelle inquiétude auquel l'armée israélienne se prépare et veut donc être prêt. Inquiétude aussi des habitants du Sud qui ont vu ce qui s'est passé le 7 octobre et qui ne veulent évidemment pas que ce scénario se reproduise une nouvelle fois via des drones, d'autant qu'il y a une augmentation de la contrebande et des tentatives de faire venir des drones ici depuis l'Égypte en Israël. Et face donc à tout ça, l'armée israélienne a décidé de renforcer la frontière avec un nouveau bataillon qui a donc été déployé le long de la frontière entre Israël et l'Égypte, justement pour essayer de tenter de déjouer cette contrebande, notamment de drones. Ouais, toujours s'adapter en tout cas à l'imagination sans fin visiblement des terroristes. Merci beaucoup Océane Nicole pour ces précisions. Mathias Inbar, un mot sur ça, menace à prendre au sérieux ces drones, infiltration de terroristes par drone. Est-ce qu'Israël doit déjà trouver la parade ou peut-être l'a déjà entre les mains? Écoutez, depuis plusieurs mois, plusieurs dizaines, voire certains parlent de centaines de tonnes de matériel ont été transférés depuis, bien évidemment illégalement, depuis l'Égypte vers la bande de Gaza. Et Israël n'a pas encore la parade pour pouvoir contrer malheureusement ces infiltrations de drones. Oui, il y a des outils, mais comme, vous savez, la frontière entre le triangle des frontières Gaza, Israël, Égypte est assez vaste, et sans parler de la frontière entre le long de la Jordanie qui permet en fait, en quelque sorte, de passer de la Jordanie, d'arriver en Israël et ensuite direction Gaza. Il y a quelques jours de cela à peine, un drone est parti d'Israël en direction de Gaza et a livré son matériel. Le deuxième jet de drone a été intercepté. Ça veut dire que seulement une petite partie est interceptée. Il y a des outils. Est-ce qu'il y a la capacité d'être tout le temps le long de la frontière, capable d'intercepter des si petits appareils? Là, c'est vrai qu'on parle d'un quad-core. Quad-core, c'est, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer, mais c'est 4 hélices, 4 moteurs. Ça reste petit à l'échelle quand même du ciel. Exact. Et donc, pour l'instant, effectivement, Tsahal, qui n'a pas encore trouvé la parade. Bien évidemment, on est très loin des parapentes à moteur utilisés par les terroristes du Hamas le 7 octobre, mais vous savez, il suffit de 3, 4, 5 commandos et qu'ils rentrent à l'intérieur d'un kibboutz. Et malheureusement, c'est un scénario qu'Israël a déjà vécu. Donc, il va falloir effectivement, très rapidement, et heureusement d'ailleurs, que ces images filtrent, parce que Tsahal ne voulait pas les montrer, ces images. Elles ont filtré, et heureusement, parce que maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Effectivement, préparation à cette menace. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Il est temps de prendre des nouvelles du terrain avec notre envoyé spécial qui nous attend en direct du sud d'Israël. Bonsoir, Jonathan Serrero. Alors, proposition d'abord du Hamas. Jonathan, geler son arsenal en échange du retrait complet, rien que ça, de Tsahal, de la bande de Gaza. Oui, le Hamas fait comme s'il n'y avait jamais eu d'accord signé du côté de Sharm el-Sheikh au mois d'octobre dernier, comme s'il n'y avait pas eu de plan Trump. Et donc, le Hamas fait ses propositions. Il accepterait aujourd'hui de geler ses armes lourdes, à savoir ses missiles et ses roquettes, et contre le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza et contre l'inclusion aussi, en échange de l'inclusion de fonctionnaires et de policiers du Hamas dans la future gestion de la bande de Gaza. Mais pas question pour le Hamas de remettre ses armes légères. Oussama Hamdan, haut responsable du Hamas, indique que ces armes légères, ces fusils mitrailleurs ou ces kalachnikovs, c'est le symbole de la résistance contre l'occupation israélienne. Je le cite. Donc le Hamas aussi veut choisir les membres du futur gouvernement de technocrates palestiniens. Il y a certaines personnalités qui ferait débat au sein de l'organisation terroriste palestinienne. Et côté israélien, il est hors de question de discuter avec le Hamas sur un éventuel gel ou sur un éventuel cessez-le-feu de 5 ou 10 ans proposé en début de semaine par Khaled Meshal, l'ancien chef du bureau international du Hamas. Du côté israélien, on est plus d'avis pour
pour reprendre les combats à haute intensité dans la bande de Gaza. Et du côté de Donald Trump, on pourrait ressusciter aussi l'idée de transférer une partie de la population de la bande de Gaza vers l'étranger. Cela faisait partie notamment des discussions entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump hier du côté de la Maison-Blanche. On va remettre au goût du jour cette idée. Alors Jonathan, en parlant justement des cadres du Hamas, c'est bien le Hamas toujours lui qui redoute des éliminations ciblées dans les rangs de ses leaders dans la bande de Gaza, a priori. Oui, on comprend que le Hamas est sous pression après les séries d'éliminations ciblées opérées par Tsahal ces derniers jours et ces dernières semaines, à tel point que le Hamas a ordonné à ses hommes de terrain de changer notamment leur itinéraire de circulation, de renforcer leur sécurité, de ne pas utiliser leur téléphone portable pour éviter d'être interceptés par les services de renseignement israéliens qui utiliseraient la technologie de l'intelligence artificielle pour repérer les terroristes sur le terrain de la bande de Gaza. Le Hamas qui a renforcé la vigilance de ses hommes sur tout le territoire gazaoui et qui craint des opérations de Tsahal et qui craint aussi, comme je vous l'ai dit, une reprise des combats à haute intensité dans la bande de Gaza. C'est la raison pour laquelle l'organisation terroriste palestinienne a élevé le niveau d'alerte de ses hommes dans la bande de Gaza, David. Alors, risque effectivement de reprise des hostilités. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct ce soir du sud d'Israël, tout près de la bordure, avec la bande de Gaza. Autre dossier brûlant ce soir, la violence au sein du secteur arabe israélien et encore un bilan terrifiant cette semaine. On parle de 5 hommes tués en l'espace de 12 heures à peine. Les drames se sont déroulés dans plusieurs localités du pays, dont 4 par balle au cours de la nuit dernière. Parmi les victimes figure un homme de 22 ans, Mokhtar Atta Abou Madiam, le fils d'un ancien maire de Rahat. Son corps avait été retrouvé criblé de balles à l'intérieur d'un véhicule dans cette ville bédouine du Negev, dans le sud. Il avait déjà survécu à une tentative d'assassinat il y a 4 mois à peine. Avec nous ce soir pour en parler, le docteur et lieutenant-colonel Anat Berko. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes experte en lutte contre le terrorisme et ancienne députée du Likoud. Alors d'abord, à qui la faute? C'est la première question. Comment est-il possible, après vous, d'arriver à de tels niveaux de violence, de criminalité dans un pays comme Israël où, comme on le sait, la sécurité, c'est l'une des principales priorités? C'est une catastrophe à mes yeux. Et je le dis comme criminologue, aujourd'hui, nous devons déclarer les organisations criminelles comme organisations terroristes. On est arrivé à un niveau intolérable et il faudra utiliser tout ce que nous avons à la disposition comme État démocratique pour combattre le terrorisme. Il n'est pas tolérable que les citoyens de ce pays n'aient pas une sécurité minimale. C'est vrai qu'il y a aussi des choses qui sont liées à la structure sociale de la société arabe, avec ces familles patriarcales qui sont en train de s'émietter. Les jeunes n'obéissent plus aux adultes, la hiérarchie traditionnelle et tribale a été effacée et donc il y a un problème de normes. Mais nous ne pouvons pas accepter que des enfants sortent acheter une pizza et qu'une balle par erreur les tue dans la rue. C'est intolérable, c'est insupportable dans un État comme le nôtre qui doit être engagé à la sécurité de ses citoyens. Donc, tous les moyens qui existent pour combattre le terrorisme doivent être mis à disposition, pas seulement de la police, parce que la police est impuissante face à cette catastrophe, avec 5 personnes assassinées en une journée et plus de 40 personnes depuis le début de l'année. Mais il faut bien comprendre que la criminalité et du terrorisme aussi, et ce type de terrorisme doit être traité par le Shabak pour qu'il coopère avec la police et amène à une solution avec le renseignement que l'on n'utilise pas aujourd'hui, malheureusement. Alors justement, redéfinir la menace, même traitement que les terroristes, même en matière de renseignement, on le comprend bien. Alors, les outils pour enrayer le phénomène, est-ce qu'il y a peut-être aussi un problème de dissuasion aujourd'hui en Israël vis-à-vis justement de ces criminels, de ces malfaiteurs? Les outils sont fort clairs. Si nous prenons des instruments de renseignement et des outils qui sont à disposition du Shabak dans son combat contre le terrorisme, ce sera bien plus efficace. Je n'accuse pas l'armée que beaucoup des armements qui arrivent dans ces mains criminelles viennent de camps militaires. On ne garde pas assez
on ne fait pas attention aux armements qui sont vendus dans le marché noir, dans les camps du Sud en particulier. Il y a aussi des armements qui rentrent par contrebande d'Iran, des territoires occupés, en passant aussi par la Jordanie, par le Liban, par la Syrie. Bref, nous sommes inondés d'armes illégales. Et ça, il faut absolument le nettoyer. Et il faut dire aussi que l'éducation dans la société arabe doit être qu'on ne règle pas les problèmes par la violence. Alors justement, c'est ça la troisième question, parce que certains veulent jeter la pierre essentiellement sur les autorités, mais il y a quand même une dimension culturelle, on va dire, au phénomène de la culture des armes, des règlements de compte. Est-ce que vous pensez qu'il est temps que les responsables locaux, notamment les chefs de tribus dans le Negev, reprennent la main sur la jeunesse, plus d'éducation ? Écoutez, j'ai commencé en disant qu'il y avait un problème de la société arabe, de la destruction normative à cause de la structure tribale qui a été détruite par les réseaux sociaux, par le fait que le père n'est plus tout puissant dans la famille patriarcale. Et il y a aussi une certaine responsabilité, parce qu'il est aussi possible qu'il y ait une dispute entre deux enfants et qui devient une dispute entre les tribus qui se termine par un assassinat. C'est inadmissible. Et donc, il faut parler de valeurs, mais aussi, il faut d'abord arrêter cette hémorragie immédiatement avec une intervention des services de sécurité et déclarer les organismes criminels comme organismes terroristes. Et il y a une arme ces armements peuvent être dirigés contre toute la société israélienne. Et donc, ils ont des moyens de guerre, ils ont des missiles, ils ont des bombes, ils ont des grenades. Nous devons à tout prix intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et il faut bien comprendre que souvent, le terrorisme commence par la criminalité. Effectivement, urgence et donc frontière très fine à proximité entre milieu criminel et terroriste. Merci beaucoup à vous, docteur Anat Berko, pour cette analyse en 3 questions. La parenthèse politique, justement, on avance avec le parti pris de cette édition. Un pays en état de guerre quasi permanent a-t-il le temps, le luxe de se préoccuper de politique ? Eh bien, en Israël, la réponse est oui. Et d'ailleurs, on commence à ressentir ce vent d'élection. Bonsoir, Daniel Haïk. Notre analyse. Daniel, est-ce que vous le ressentez, vous aussi, ce vent d'élection ? Est-ce que des élections anticipées sont inévitables aujourd'hui en Israël ? Écoutez, on semble se diriger, on est apparemment dans la dernière ligne droite de ce gouvernement de Benyamin Netanyahou. On parle d'élections autour de la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Même si les partis orthodoxes votent en faveur du budget de l'État, eh bien, il semble que quelque part, à la fin du mois de mars, eh bien, il est probable qu'on annonce des élections anticipées. Le délai, c'est 3 mois. Et donc, il est probable qu'on se retrouve au début de l'été, donc vers un nouveau scrutin électoral après 3 ans et demi d'un gouvernement. C'est presque incroyable d'imaginer que ce gouvernement a réussi à tenir 3 ans et demi. Bien entendu, il y a encore, on va dire, des obstacles à surmonter. C'est vrai que les orthodoxes voudraient voir la loi sur l'enrôlement être votée, mais ils comprennent qu'il y a des problèmes même juridiques. Le conseil juridique de la Knesset ne valide pas pour l'instant la formule de Boaz Bismuth. Ils savent que sinon, bien, ça va passer devant la Cour suprême et ça risque d'être bloqué. Il y a une volonté de Benyamin Netanyahou de faire voter cette loi, en tout cas de la promouvoir pour montrer qu'il a tout fait pour qu'elle soit votée, et cela lui donnerait d'une certaine manière la possibilité de dire après les élections aux orthodoxes, j'ai été fidèle, j'ai tout fait pour faire passer cette loi. Donc il y a cet obstacle, et puis il y a même un obstacle, on va dire, de frustration de la part au sein du Likoud de gens qui disent la loi, la réforme judiciaire avait été votée. Il y a du mouvement sur ça. Il y a un gouvernement qui remet un petit peu au goût du jour cette réforme judiciaire. Est-ce que c'est un bon calcul, vous dites ? Bien, écoutez, ce sont des calculs de politique intérieure. Aujourd'hui, il y a Yariv Levin qui voudrait faire passer au moins une ou deux clauses de cette réforme judiciaire parce qu'il n'y est pas parvenu jusqu'à présent. Ça pourrait être considéré comme un échec, et quelque part, il y a une forme de frustration au sein du Likoud de ne pas avoir pu concrétiser cette réforme judiciaire dont on a tant parlé, qui était au cœur du plus grand débat de l'histoire de l'État d'Israël avant le 7 octobre. Et donc, quelque part, il y a des tentatives aujourd'hui au sein du Likoud d'essayer de faire en sorte que l'on puisse faire voter au moins certaines des clauses. Je ne suis pas certain que ça puisse passer d'ici le mois de mars, ou en tout cas d'ici les prochaines élections. Mais en tout cas, il y a cette volonté. On se dirige, on est dans le dernier couloir, le couloir qui nous conduit droit vers de nouvelles élections. Alors Daniel, vous avez un autre message, hélas, j'ai envie de dire ce soir. Rien à voir.
Oui, effectivement. On peut dire que pour ma part, une page se tourne ici, une page longue de 13 années ici en tant qu'analyste politique de la chaîne I24 News. Je voudrais dire que ça a été pour moi un privilège d'être ici, d'informer, un privilège et un mérite. Je suis conscient, on va dire, de l'opportunité qui m'a été offerte au cours de ces années pour essayer d'expliquer ce qui est complexe, la réalité israélienne. Alors cette belle aventure, elle se termine ce soir, effectivement, mais elle n'aurait jamais été possible, on va dire, sans la direction de I24 News, en particulier le président Franck Melloul. Elle n'aurait jamais été possible sans des gens comme vous, on va dire tous les talents, et les journalistes, les producteurs, les bookers, toute l'équipe de la rédaction de 24 News en français. Elle n'aurait pas été possible sans le soutien de la famille, elle n'aurait pas été possible également sans le parrainage du Tout-Puissant, j'aime bien le mentionner également, et puis je crois qu'elle n'aurait pas été possible sans vous, les téléspectateurs qui nous ont prouvé votre fidélité, vous qui avez été toujours là pendant 13 ans, ça a été particulièrement important de vous avoir et de vous informer. Ça a été c'est une mission, on peut le dire, et j'espère que on aura l'occasion de continuer à le faire. C'est vrai qu'il y a un pincement de cœur, mais j'espère que on pourra continuer à aller de l'avant. Vous savez, il y a une formule en hébreu qui dit « Hakol letova », tout est pour le bien. Alors, on peut, d'une certaine manière, on passe de ce passage difficile vers quelque chose de meilleur, et même un mot personnel, puisque ce soir, bien, mon petit-fils célèbre sa bar mitzvah, le premier petit-fils, et donc, quelque part, il y a quelque chose d'émouvant d'une certaine manière de terminer cette mission ici à I24 News et de rentrer dans une joie familiale. Je lui souhaite à Yosef Mazal Tov, et votre. Voilà, un recommencement en tout cas. Dites-vous qu'on est tous très émus, évidemment. On vous dit merci du fond du cœur. On vous dit bravo, Daniel, pour l'ensemble de votre œuvre. Vous allez énormément nous manquer. Vous avez marqué, on peut le dire, l'histoire de cette chaîne, et on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite. Merci. Encore, Daniel Haïk. Et on s'accroche au rythme de l'actualité. L'info chrono, c'est tout de suite. Ils avaient été arrêtés durant ces dernières semaines pour implication présumée dans les manifestations contre le régime. 2 juifs iraniens ont finalement été libérés grâce à l'intervention de responsables de leur communauté auprès des autorités. Une 3e personne est toujours en détention. La communauté juive d'Iran qui s'efforce de démontrer sa loyauté envers le régime. Plusieurs figures juives ont ainsi participé cette semaine aux célébrations de l'anniversaire de la révolution islamique, exprimant leur soutien aux ayatollahs. En parlant de l'Iran, autre félicitation au régime à l'occasion de ses 47 ans de la révolution islamique. Surprise ou pas, c'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui aurait envoyé une lettre plutôt enthousiaste au président iranien. D'après l'agence officielle iranienne, il aurait décrit cette journée comme une occasion de réfléchir au rôle, aux contributions de l'Iran à la communauté internationale. Indignation, notamment de l'ONG UN Watch, qui réclame des explications sur ces félicitations à un régime coupable tout de même de massacres en cours. D'autres critiques dénoncent l'insensibilité du patron de l'ONU. Pas plus de 10 millions d'habitants en Suisse, c'est l'objectif du parti UDC, la droite radicale, qui propose au référendum un texte anti-immigration. Il s'agira de plafonner donc la population du pays à 10 millions d'habitants tout rond. Le total actuel est d'un peu plus de 9 millions, donc environ un quart d'étrangers ayant le statut de résident permanent. 83% d'entre eux viennent d'Europe. Et pour ce parti, eh bien, cette immigration dite excessive dégrade la qualité de vie des Suisses. Le vote est prévu dans le courant de l'année. D'après les sondages, 48% des Suisses seraient favorables au projet. Et puis la Hatikva qui a retenti à Belgrade en Serbie. Performance majuscule de la sélection israélienne de MMA. Guy Pariente décroche l'or chez les moins de 16 ans, catégorie moins de 62 kilos. C'est une première historique pour Israël. Peu après, autre médaille d'or chez les moins de 18 ans. Cette fois, c'est Alon Avital qui s'impose en moins de 79 kilos. La délégation israélienne récolte par ailleurs plusieurs médailles d'argent et de bronze. De quoi propulser le pays parmi les valeurs sûres de l'avenir des arts martiaux. Et on arrive déjà au 5e et dernier épisode de notre dossier de la semaine, l'économie israélienne entre résilience et miracle, l'heure de la synthèse ce soir et des perspectives.
On l'aura compris tout au long de cette semaine, le bilan global est aujourd'hui positif pour cette économie israélienne, transfigurée du socialisme au libéralisme en espace de 7 décennies. On va passer en revue, cette fois-ci, certains des principaux indicateurs de cette vigueur, dont la monnaie, évidemment le shekel, aujourd'hui l'une des devises les plus fortes au monde. Emploi et endettement sont également dans le vert, et puis la richesse moyenne par habitant ne cesse d'augmenter. Alors comment se présente l'avenir ? Il est rempli de nouveaux défis, comme nous l'explique Christopher Barolin. Face à l'instabilité de l'économie mondiale, peu de devises semblent atteindre le dynamisme du shekel israélien. Après une certaine période de volatilité liée aux tensions régionales, la devise israélienne semble se situer dans une zone de force relative face au dollar, signe, semble-t-il, de la confiance des marchés et des performances macroéconomiques d'Israël, confrontées à des guerres quasi permanentes. Le marché du travail israélien reste solide. Le taux de chômage est même plus bas aujourd'hui, 3,1%, qu'en janvier 2023 où il atteignait les 4%. Le PIB par habitant reste élevé, avec une richesse moyenne par habitant qui atteint 55 000 $ contre 46 000 $ en France. Quant à la dette publique, celle d'Israël reste sous les 70%, quand celle de la France dépasse les 100%. Selon plusieurs analystes, cette bonne santé économique israélienne s'expliquerait par plusieurs points. La politique monétaire de Jérusalem, la Banque d'Israël aurait su jongler entre stabilité des prix, maîtrise de l'inflation et soutien à l'économie. L'économie israélienne serait tournée vers l'innovation, cybersécurité, biotechnologie, high-tech, des secteurs qui génèrent des flux de capitaux stables et soutiennent la demande de shekel sur les marchés internationaux. Enfin, la consommation et l'investissement privé résistent, limitant les effets des dépenses militaires. Une combinaison gagnante qui fait du cas israélien un sujet d'étude. Mais la route reste semée d'embûches face aux défis sécuritaires, démographiques et sociaux et face aux dépendances qui pourraient bien peser lourd sur ce modèle unique. Et encore un petit focus, on va voir comment l'immigration de masse en Israël n'est pas synonyme de déstabilisation de l'économie et du marché du travail. Au contraire, elle a joué le rôle de moteur de l'activité. Bonsoir Shani Guidalia. Alors Shani, retour dans l'ambiance des années 1990 avec vous. L'URSS s'effondre, l'immigration vers Israël explose, soviétique, et puis l'économie fait mieux que tenir le choc ici en Israël. Expliquez-nous. Oui, David, il faut savoir qu'Israël a absorbé dans le passé ce qu'on pourrait qualifier d'un raz-de-marée démographique. Plus d'1 million de personnes en provenance de l'ex-URSS, soit près d'un cinquième de la population de l'époque en moins de 10 ans. Puisqu'entre la fin des années 80 et la fin des années 90, environ 770 000 à plus d'1 million de juifs en provenance de l'ex-URSS sont arrivés en Israël, selon les comptages, y compris les membres non juifs de leur famille. Alors imaginez une société qui a été complètement transformée, des vagues d'arrivants au profil très divers, puisqu'il y avait des ingénieurs, des scientifiques, des enseignants, mais aussi des familles, des retraités, des ouvriers qui ont été jetés dans une économie qui devait déjà se réinventer en pleine transition du socialisme au capitalisme. Et pourtant, le taux de chômage n'a pas explosé grâce à une mobilisation massive des politiques publiques, des programmes de formation intensive, une reconnaissance partielle des diplômes et une économie qui était déjà tournée vers l'innovation et la connaissance. C'est bien grâce à tout ça, Israël a réussi non seulement à absorber une grande partie de ces nouveaux arrivants, mais aussi à transformer cette immigration en moteur de croissance. Résultat, pas d'explosion du chômage. Au contraire, les autorités israéliennes ont évité une véritable déstabilisation brutale, même si le chemin n'a pas toujours été facile pour de nombreux Olim. Et ce moment reste aujourd'hui une référence d'intégration réussie dans l'histoire économique contemporaine, presque unique à cette échelle dans le monde occidental. Ouais, assez unique, effectivement. Merci beaucoup, Shani Guidalia. Et avec nous ce soir, Philippe Velila qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous. Docteur en droit, enseignant en économie, essayiste, spécialiste des sociétés israéliennes et françaises. La liste est encore longue. Un petit mot rapide sur ce qu'on vient de dire. En Israël, l'immigration, c'est pas un handicap, c'est plutôt même un moteur. Non, l'exemple est frappant. Dans cet alia russophone des années 80, fin des années 80, début des années 90, il y avait énormément d'ingénieurs et de techniciens qui ont dopé la high-tech israélienne. Moshe Vardi, qui était un petit peu le parrain de la high-tech israélienne, disait que elle avait eu trois chances. D'abord l'armée, ensuite l'alia russe, et enfin la mer Juive. Alors, on laissera la mer Juive de côté, l'armée on comprend très vite. L'alia russe, c'est parce qu'il y avait ce vivier d'ingénieurs et de techniciens très bien formés
et pas très cher. Alors, Philippe Bédida, un petit mot quand même d'abord sur ce shekel. On disait à l'instant qu'il n'en finit plus de se renforcer face au dollar, face à l'euro, en pleine période de menaces sécuritaires. Alors, ça mérite explication, mais est-ce que ça reflète quelque part, ça traduit dans le domaine économique la résilience israélienne qu'on constate dans beaucoup de domaines, évidemment? Oui, bien entendu. Une monnaie forte, ça traduit toujours une économie forte. Mais il y a aussi le fait que le shekel est fort relativement au dollar, qui lui est assez faible parce que les résultats économiques de Donald Trump ne sont pas au rendez-vous. Et en plus, il inquiète le monde entier avec ses histoires de droits de douane. Donc le shekel est assez fort, et particulièrement face au dollar, puisque le dollar risque de descendre en dessous de 3 shekels, ce qui n'était à ma connaissance jamais arrivé. C'est historique, effectivement. Avec peut-être le rôle de la Banque d'Israël qui a toujours joué le bon rôle, finalement. Absolument. Choix en général. Absolument. La Banque d'Israël est une institution extrêmement importante, extrêmement sérieuse. Elle a maintenu des taux d'intérêt élevés pour combattre l'inflation. Cet objectif a été atteint puisque l'inflation l'année dernière a été inférieure à 3%, ce qui était l'objectif du gouvernement. Le taux est encore élevé, même s'il a baissé au début du mois de 0,25. Il reste à 4% parce que le gouverneur de la Banque d'Israël, Amit Yaron, était extrêmement prudent, et je crois qu'il a raison. Mais ça veut dire que de ce côté-là, l'économie israélienne est très bien pilotée. Et il y a une marge, et on se souvient aussi qu'il y a 15 ans, Israël était le premier pays à sortir de la crise financière, effectivement, sous Stanley Fischer. Alors, côté perspective, Philippe Bédida, l'avenir économique d'Israël, comment vous le voyez? C'est du solide, même si ça va dépendre évidemment en partie du contexte géopolitique de la région. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'Israël doit être de plus en plus indépendant politiquement aussi vis-à-vis des États-Unis? Ça passe par là aussi l'avenir économique, plus d'indépendance? Moi, je crois que de toute façon, Israël sera de plus en plus indépendant vis-à-vis des États-Unis, parce que les États-Unis, ça n'est pas notre sujet, mais les États-Unis s'éloignent d'Israël. On le sent un peu plus chaque jour. Ça n'est guère perceptible, mais ça se traduira, y compris sur le plan économique. Pour répondre plus généralement à votre question, l'année dernière a été une très bonne année pour l'économie israélienne, malgré la situation sécuritaire. Plus de 3% de croissance. En Europe, le champion, l'Espagne, fait simplement 2,9%. Et les perspectives pour 2026 sont de l'ordre de 4%. Donc c'est très important. C'est la résilience de l'économie israélienne, c'est l'importance de la high-tech, qui est le navire amiral de l'économie israélienne et qui tire le tout vers le haut. Cela dit, il y a quand même des facteurs d'inquiétude. D'abord parce que la dette a beaucoup augmenté à cause de la guerre. Ça reste quand même à des niveaux très acceptables par rapport à l'Europe. 70%. Oui, surtout si la croissance se poursuit, ce sera remboursable assez facilement. Il y a la question du boycott. La question du boycott qui est quand même sensible, notamment en Europe. Les derniers trimestres des échanges extérieurs avec l'Europe n'ont pas été bons. Donc il y a cette question. Et puis des questions de fond, à savoir le ralentissement de la démographie. Pour la première fois en 2025, la population israélienne a augmenté de moins de 1%. D'habitude, c'était près de 2%. Et la démographie, c'est un moteur économique essentiel et sur le long terme. Sur le long terme, donc sur la force à long terme de l'économie israélienne. Et d'ailleurs, c'est lié, il y a le fait qu'il y a aussi un certain nombre de départs qui sont supérieurs aux arrivées et aux retours de citoyens israéliens. Et en général, c'est de la main-d'œuvre très qualifiée, notamment dans la high-tech. Alors, il y a des phénomènes très complexes ces dernières années, avec la guerre, avec le fait qu'il y avait un certain nombre d'immigrants qui sont revenus chez eux, des Ukrainiens, des Russes, mais quand même, c'est un facteur d'inquiétude. Donc, je dirais, à la base, une force évidente, mais des facteurs auxquels il faut faire très attention. Tendance à surveiller, même si c'est vrai que l'intégration progressive des orthodoxes dans l'économie, ça peut aussi peut-être compenser. Oui. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Merci beaucoup Philippe Bédida pour cette analyse qui conclut notre dossier de la semaine. Allez, changement de décor, comme promis, la France, l'antisémitisme, une agression physique presque tous les 3 jours visant des Juifs dans l'Hexagone, chiffre choc du ministère français de l'Intérieur. Et c'est Anna Papiachvili qui va nous dévoiler ce rapport. Bonsoir Anna, depuis Paris et nos studios. Alors, 1320 actes antisémites en France en 2025 et dire que c'est un petit peu moins qu'en 2024. Bonsoir, oui, 1320 actes antisémites de trop en 2025. Ce sont les chiffres dévoilés par le ministère français de l'Intérieur aujourd'hui. Dans ce décompte, des plaintes comptabilisées par le ministère et communiquées au service de protection de la communauté juive, le SPCJ. Alors, les actes antisémites représentent 53% des actes antireligieux devant les actes antichrétiens et les actes anti-musulmans, alors que la communauté juive représente moins de 1% de l'ensemble
l'ensemble de la population française. C'est un chiffre qui est légèrement en baisse par rapport à 2024, mais 3 fois plus élevé qu'avant les événements du 7 octobre. Dans ces données, le ministère indique que 30,5% des actes antisémites se déroulent dans la sphère privée. Les atteintes aux personnes sont en augmentation par rapport à 2024. 67,4% des actes antisémites sont des atteintes aux personnes contre 65,2% en 2024. 126 sont des cas de violence physique. Autre information que l'on apprend par ces chiffres, eh bien, de nombreux actes antisémites sont liés à la situation géopolitique et au conflit israélo-palestinien. Un tiers des actes recensés comportent des références explicites à la Palestine. Et puis aussi un rajeunissement, si l'on peut dire, de l'antisémitisme, puisque les chiffres soulignent que 13,1% des actes antisémites l'ont été au sein du milieu scolaire, école, collège, lycée et enseignement supérieur. On a aujourd'hui un antisémitisme qui a été libéré par le 7 octobre et qui ne se rétracte pas. Voilà ce qu'a affirmé à l'AFP Yonatan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. En tout cas, dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a affirmé qu'il sera pleinement engagé pour organiser des assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux, annoncés par ailleurs par le président de la République lors de ses vœux aux représentants des cultes en janvier. Mais pour le moment, aucune date n'a été précisée pour ces assises. Anna Papiachvili depuis nos studios parisiens. Merci beaucoup. Anna, on jette aussi un coup d'œil à ce qui se passe de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ambiance compliquée ces temps-ci à New York, à tel point qu'un restaurant cachère très prisé de Harlem, israélo-éthiopien, a dû réduire ses activités et de supprimer son service même de restauration classique en raison d'un climat d'hostilité permanent. Il s'agit du Zion Café, qui n'accepte donc plus que des réservations de groupe effectuées à l'avance. Alors faut-il y voir un lien avec l'avènement récent à la tête de la mairie de New York de Zohran Mamdani? Nous sommes en ligne avec Gérard Filiti depuis New York, justement. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes avocat associé chez Lawfare Project. Alors, quand on observe tout cela, est-ce que vous diriez qu'on assiste à une dégradation progressive, finalement, ou plutôt brutale en ce moment de la situation des Juifs à New York? C'est une très mauvaise situation pour les Juifs à New York et qui se détériore depuis des années. Ce qui s'est passé avec le Zion Café à Harlem n'est pas arrivé en une nuit. Ça fait déjà plusieurs années avec des protestateurs pro-Hamas qui veulent empêcher les affaires de se faire et le gouvernement ne fait rien là-dessus. On ne voit pas la police intervenir, on ne voit pas le maire intervenir. Donc, un nombre de manifestants pro-palestiniens autorisé par la ville à fermer des entreprises juives. Vous voyez la situation des Juifs maintenant. Ouais, vous direz que ça a commencé avec le 7 octobre et puis ça s'est amplifié depuis la victoire de Mamdani au municipal? Oui, ça a été amplifié par la victoire de Mamdani. Ce que nous voyons, c'est la célébration à New York ce sentiment anti-juif et anti-israélisme, donc avec Mamdani qui épouse les paroles des pro-Hamas dans la ville. Et donc, vous avez élu maintenant le point culminant de la haine des Juifs après le 7 octobre. Alors pour revenir à l'affaire de ce restaurant, donc Zion Café, on parle d'un positionnement religieux pour ce restaurant qui est devenu cachère assez récemment. Est-ce qu'il y a aussi une dimension peut-être identitaire? C'est-à-dire que ça nous prouve qu'il n'y a plus vraiment de frontière aujourd'hui entre antisionisme et antisémitisme. Et ça, on s'en doutait, c'est vrai. Absolument. En Amérique, il n'y a pas de différence entre l'antisionisme, qui est l'antisémitisme, et le langage de l'antisionisme est utilisé pour essayer de trouver du politiquement correct pour attaquer les Juifs. Aujourd'hui, sioniste, ça veut dire juif en Amérique. Ça fait partie de l'identité juive. Alors, au lieu de dire on hait les Juifs, on ne veut pas de Juifs ici, ils disent on ne veut pas de sionistes. Mais c'est exactement la même chose. C'est ce qui est arrivé au Zion's Café, qui n'était pas cachère, mais qui était pro-israélien, qui était la célébration de l'identité juive. Regardez le nom de ce café, Zion's Café. Et donc, on voit cette haine sur la base de l'identité juive qui s'exprime. Ouais, ça résout le problème, effectivement, de la définition de l'antisémitisme. Est-ce que vous pensez, pour conclure, que le nouveau maire de New York, Mamdani, peut combattre ce fléau de la haine anti-juive? Est-ce qu'il le veut? C'est ce qu'on se demande. Ce que nous avons vu, c'est qu'il a utilisé le langage qui cible les Juifs
pour se faire élire à son profit. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il va faire. Mais il ne s'est pas exprimé pour soutenir la communauté juive. Et même s'il a nommé un officier contre l'antisémitisme dans les bureaux de la mairie, et il continue à décider que la définition de l'Holocauste et de l'Alliance du souvenir de l'Holocauste n'est pas l'antisémitisme comme l'antisionisme. Et donc, on va voir s'il réussit et si finalement il réussit à faire arrêter les gens qui continuent à commettre des actes antisémites. Ouais, en tout cas, l'avenir compliqué, à court terme au moins pour les Juifs de New York. Merci beaucoup à vous, Gérard Filitti, d'avoir été en direct avec nous depuis New York. Traduction assurée par Gisèle Abazon. Et le Royaume-Uni, pas épargné, vous allez le voir non plus. On y parle cette fois d'une campagne en mode porte-à-porte pour convaincre les Britanniques de ne plus acheter de produits israéliens. Et cela se passe dans le sud de l'Angleterre et la ville côtière de Brighton. Un boycott que nous explique Laura Canmu, correspondance depuis Londres. Oui, c'est un reportage qui a été publié par la chaîne britannique Sky News et qui a mis en lumière cette campagne. La chaîne s'est rendue à Brighton, c'est une ville côtière où un collectif local baptisé Brighton and Hove Apartheid Free Zone organise du porte-à-porte, c'est-à-dire des bénévoles qui frappent aux portes pour demander aux habitants de s'engager à boycotter les produits israéliens dans le cadre d'une action qu'ils présentent comme une campagne de solidarité avec les Palestiniens. Et dans son reportage, Sky News montre les militants qui expliquent qu'ils se veulent polis, qu'ils ne ciblent aucune religion et qu'ils considèrent leur démarche comme étant comparable à un porte-à-porte politique classique. Mais la chaîne donne aussi la parole à des membres de la communauté juive locale qui, pour le coup, dénoncent une campagne vécue, je cite, comme intimidante. Certains estiment que demander aux gens à domicile de prendre position sur Israël peut renforcer un climat d'insécurité déjà sensible au Royaume-Uni depuis le 7 octobre. Merci à Laura Canmu pour la correspondance. Donc depuis Londres, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous retrouverez évidemment tous nos programmes sur notre site internet i24news.tv. Également rendez-vous sur les réseaux sociaux. Et puis tout de suite, c'est Raphaël Assine qui vous attend pour l'émission Ça se débat, avec évidemment ces 4 débatteurs à Paris et à Tel Aviv. Très bonne soirée à tous sur i24.